time it is, nigga. Better watch how you step in. Yeah. But that was my niggas. Yeah. A minute, yo. Got my nigga Rawan with me. But that was my niggas, it'll be an honor. You know what I'm saying? Under commanding General Your Yeah. Honor. That for my niggas, it'll be an honor and a blessing. Look, hey, straight off the top, I love all of my niggas. That shit ain't gon' stop till we on top and we ballin', my nigga. We be fly as fuck, you know them bitches be stalking my niggas. That shit'll never change and it's the same with all my niggas. City to city, I should be at home. That's what my ribs say. But bitch, I'm grown, I'm in these streets and closed caption. Niggas know we bout that action. If a nigga play with me, then my Hakim gon' let him have it. Hey, think you the shit, this truth the shit. Nigga play, I let that Ruger hit. Get on them tracks, they be like, who is this? I'm rude with it, ain't got no manners. All them pussy niggas talking shit, yeah, I know they can't stand us, but we UPK Louisiana, bitch, that's what I'm rippin'. And my niggas solid, number real ones in my section. If you wanna get down, put your boots on, start steppin'. Brotherhood is a weapon. Brotherhood is a weapon. Better watch how you steppin', cause brotherhood is a weapon. If I die for my niggas, it'll be an honor and a blessing. Better watch how you steppin', cause brotherhood is a weapon. Brotherhood is a weapon. Better watch how you steppin', cause brotherhood is a weapon. If I die for my niggas, it'll be an honor and a blessing. Better watch how you steppin', cause brotherhood I lay my life down right now for all my sisters and brothers, because I love them. I see them dapping and hug them. It's amazing to see how well we adapt from the struggle. Born again from a life of sin, trapped in the gutter. My mind frame was to kill my own kind. Feeling inferior, waking up ready to die. Run with them killers, so it's just a matter of time. For why take your life or let you take mine? That's when I realized the slaves killing slaves while the white man live to get old. We in them graves, and shit got me feeling played. I opened the Bible, went through them records, found out we was royalty, a nation to be respected. But in this world we rejected, we hated for our complexion. Still fighting to get accepted. We hear the truth and reject it, but love is getting corrected. And all my niggas correct me. The commandments, the foundation we erected. Brotherhood is a weapon. Brotherhood is a weapon. Better watch how you steppin', cause brotherhood is a weapon. If I die for my niggas, it'll be an honor and a blessing. Better watch how you steppin', cause brotherhood is a weapon. Brotherhood is a weapon. Better watch how you steppin', cause brotherhood is a weapon. If I die for my niggas, it'll be an honor and a blessing. Better watch how you steppin', cause brotherhood is a weapon. Hey, hey. Hey, hey. Okay, I walk up out the door. Fuck everybody, cause if you ain't UPK, I ain't worried about you. I got a lot on my mind and only class can save me. So you know me, I'm first class, feeling educated. Okay, I go by my mission. Then the shouted in the world's walk to me with intention. She said she know about the school, and like my music, she listen. She said she tryna come in, but her sis keep her distant. I told her Charlotte the water, and Shalom, I see her. Tryna see if she on game, if that tongue looking decent. She said Shalom, yeah, how was Shema? Allah Bahashim, yeah, how was Shah? She got real on. She's caught between the fire. It's really in her mind. It's easy to be evil. Secrets inside of me. Don't let her see me wasted. Don't let her see me down. Don't let her see me fake it. Truly, I wanna do right. I caught this youth
for real. I should've known you was trying. And to lock it off the real. I was caught in my mind. And if you know it, then come in. You gotta add it and all. Don't be afraid to change your ways. Be afraid of your dime. I mean, you see how to attend. What sense keep it by? She said drinking, smoking. That's something she do all the time. Homegirls ain't really shit, but they the nearest ones by. One got too many niggas, and the other bitch by. I said, damn, try separating. Get educated. She said I said try harder with an exclamation. You gotta fight temptation and have some patience. She said it's boring, I like clubbing and getting hella wasted. That's them demons that start up all of them legions in you. Once you throw that gay bitch gon' try to eat your pudding. Once you throw that whole bitch gon' try to bring some niggas. And you'll fall every time, or am I assuming? I say I'm with you, shouting, or you with yourself. I can help you, baby, but can you help yourself? You say you know a little something, but do you believe or what? You know what sins all around, put that wisdom first. She said the water, I oughta be following you the realest. With my Bible and head wrap, modest the pig. I say no sweat, take my number down. And don't call me, I see you around. She's caught between the fire. It's really in her mind. It's easy to be evil. Secrets inside of me. Don't let her see me wasted. Don't let her see me down. Don't let her see me fake it. Truly, I wanna do right. Shalom Israel with the ISUPK. Started off in 1 West 125th Street. We teach black and Hispanic and Native Indians the Bible, that they are the lost 12 tribes of Israel. So knock. Hey, I shall go get the dough. I look up, see sis dressed head to toe. Yeah, I smile, and the rest was a rap. You gotta get inside the school to know what happened after that. Shalom. Hey, listen, brothers and sisters, man. If you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isupk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the things we need to do. Everyone west. Everyone west. Everyone west. Et shalom, Yahweh Bashim Shabrakatan à tous nos frères, Yahweh Shema, le Tan Bashim Yarsa à toutes nos sœurs. Je suis le psy de 500 Barak Yahla avec le ISPK, qui est le Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou en français, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique, vous comprenez? Et comme chaque lundi soir, on a notre classe d'histoire. Okay? Aujourd'hui, ça va être une classe comme la semaine dernière. On va parler du jour du souvenir du 11 novembre, vous comprenez? Où, dans nos institutions scolaires, on ne nous apprend rien qui a rapport avec nous, en fait, pour le 11 novembre. Tout ce qu'on nous apprend, c'est qu'il faut commémorer ou se rappeler les soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, mais ils ne nous disent pas, mais ils choisissent quels soldats ils veulent dont on se souvienne, en fait. Okay? Ils choisissent quels soldats dont il faut se rappeler, dont il faut se souvenir. Ils ne vous apprennent pas que vous aussi, négro latino-amérindiens, vous aussi, vous avez joué un rôle dans toutes les guerres, que ce soit la première, deuxième guerre mondiale. J'aime pas commencer la troisième guerre, mais vous comprenez. Et on va voir aujourd'hui quels sont les soldats dont nous devons nous rappeler, dont nous devons nous souvenir. Les soldats que, ironiquement, ils ne se souviennent pas. Les soldats qu'ils oublient. Vous comprenez? Parce que sans vous, enfin même sans nos frères amérindiens, soi-disant Gadites selon la Bible, okay, ils n'auraient jamais pu gagner la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont pu communiquer avec le code Morse, en fait. Vous comprenez? Ce sont eux. Sans eux, ils n'auraient jamais pu gagner la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième Guerre mondiale. Mais voilà quel est le sujet de cette classe ce soir. On va voir quels soldats dont il faut se souvenir. Et aussi, il faudra toujours se souvenir d'une chose. C'est qu'il ne faut jamais se battre pour l'acceptation ou essayer de se faire accepter dans la société de notre oppresseur. On va voir quelle est cette condition mentale dont on souffre aussi pareillement. Négro latino-amérindien. Vous comprenez?
Donc, pour ceux qui veulent voir les articles qu'on va partager, on partage les articles directement sur l'écran. Hey, Shalom sis, Yahweh Shema, Latha, Bashim Yahweh Shai, Water for tuning in. Even though the class is in French, if anyone has any questions whatsoever, feel free to ask. Right? L'anglais c'est en français, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. OK? Donc, premier article qu'on va partager, on va voir d'abord quel est le jour du souvenir. C'est quoi le jour du souvenir et pourquoi ça a été célébré la semaine dernière, n'est-ce pas? Laissez-moi juste partager mon écran. Donc, le jour du souvenir, aussi appelé Remembrance Day en anglais, ou Veterans Day aux États-Unis, aussi connu sous le jour de l'armistice, est une journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth, par exemple le Canada, pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Donc, encore une fois, ils se souviennent de leurs soldats qui sont morts. Okay? Qu'est-ce que l'armistice? L'armistice, c'est un autre terme pour cesser le feu. Okay? Il ne disait pas cesser le feu seulement, il disait l'armistice. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rappeler la signature de l'armistice de 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. En parallèle, fut instauré aux États-Unis le Veterans Day, qui est également célébré le 11 novembre. Donc, vous allez voir que Veterans Day, Remembrance Day, jour de l'armistice, jour du souvenir, c'est exactement la même chose, juste qu'ils ont changé, le nom. C'est juste ça, OK? Au Canada et en France et en Belgique, le jour est férié. En France, cette journée est appelée Jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire de la paix. Depuis 2012, le 11 novembre est également célébré en tant que journée d'hommage à tous les morts pour la France. Vous comprenez? Et en Allemagne, il commémore les morts de la guerre et les victimes de la tyrannie de toutes les nations. Mais une chose qu'ils ne vous disent pas, par exemple, que ce soit tous les morts, tous ceux qui sont morts pour la France, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on va voir aujourd'hui les soldats qu'ils ne mentionnent pas qui sont morts pour la France. Vous comprenez? Ils ne mentionnent jamais ça. Pourquoi? On va voir ça ensemble. Donnez-moi juste un instant. On va voir quels sont ces soldats qui sont morts pour la France dont ils ne se souviennent pas, qu'ils ne commémorent pas. Donc, en règle générale, on va voir en France, en règle générale, la cérémonie commémorative officielle se déroule devant le monument aux morts de la commune. Un défilé emmène les autorités, les anciens combattants, les unités d'exécution et la population, selon l'expression forgée autour du monument. La cérémonie peut inclure la levée des couleurs, qui est le hissage du drapeau tricolore, donc de la France, une remise de décoration, des allocutions, l'exécution du chant ou de musique, l'hommage aux morts. Mais quels sont ces morts-là? La cérémonie s'inscrit comme la spatialité et la temporalité. En France, il est traditionnellement respecté 2 minutes de silence à 11 heures, le 11e jour du 11e mois. C'est à ce moment que l'armistice a été rendu effectif. Donc, voilà pourquoi, parce que c'est là que l'armistice a été rendu effectif, donc c'est là que ça a pris effet. Voilà pourquoi ils ont 1 minute, ou en France, 2 minutes de silence à 11 heures, le 11 novembre. Mais pour qui? Pour leurs soldats, pour leur peuple, pour ceux qui sont morts, pas pour ceux qui sont morts pour la France, mais ceux qui, comment dire, même encore aujourd'hui, ok, les Antillais, même après l'abolition de l'esclavage, on a reçu notre soi-disant citoyenneté française, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais considéré comme des Français. Donc, ceux qui commémorent sont les Français qui sont morts pour la France. Pas tout le monde. Pas tous les morts pour la France. Et on va voir ça aujourd'hui. OK? On va juste retourner dans l'article. Donnez-moi juste un instant.
On va changer d'article parce qu'on va voir ceux qui sont morts en général. Allons voir les soldats qui ne mentionnent pas dans l'histoire. OK? Les soldats que vous ne commémorez pas aujourd'hui. Ben, excusez-moi, que vous n'avez pas commémoré la semaine dernière. Donc, vous ne vous êtes pas souvenu la semaine dernière, n'est-ce pas? Juste un instant. Donc, OK. Vous allez voir avec le contexte pourquoi on ne devrait même pas observer ce jour-là. Ils ne se souviennent jamais de nous de toute façon. Et comme il disait, ceux qui sont morts pour la France, allons voir les soldats qui sont morts pour la France qui ne se souviennent pas. On va voir si je ne peux pas zoomer un peu plus pour vous. Et voilà. Donc, les jeunes Antillais, citoyens français des colonies, doivent-ils effectuer leur service militaire dans les mêmes conditions que les jeunes métropolitains? Qui sont les métropolitains? Ils nous parlent des béquets, ils nous parlent des Blancs. À l'approche de la Première Guerre mondiale, le débat prend de l'ampleur dans la presse locale et s'articule autour des arguments développés par le ministère des colonies, par le ministère de la Guerre et par les députés antillais. Au-delà des positionnements respectifs de chacun des intervenants, la virulence des échanges révèle toute l'ambiguïté et toute la complexité de la situation juridique et politique antillaise. La conscription dans les vieilles colonies, la Guadeloupe, Réunion, Martinique, à la Guyane, est l'objet de demandes réitérées des députés depuis 1878, mais il faut attendre 1912-1913 pour que le service militaire soit effectivement mis en place et rapidement transformé par la Première Guerre mondiale. Sachez que l'esclavage dans les Antilles françaises a été aboli en 1848. Donc, 30 ans après l'esclavage, okay, vous essayez encore de rejoindre la société de votre oppresseur et de prouver votre place, de prouver votre valeur en tant que soldat fier de la patrie. Alors que la patrie, jusqu'en 1993, vous a empoisonné avec la chlordécone. Alors que la patrie, aujourd'hui encore, la Martinique est réduite à cendres. Pourquoi? Parce que la patrie hausse le coût de la vie en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Et voilà la patrie pour laquelle vous vous battez aujourd'hui. Voilà la patrie pour laquelle vous avez essayé encore de vous battre pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et voilà la patrie que vous essayez toujours d'intégrer. Mais en vain. Cette revendication de conscription s'inscrit dans une aspiration globale à l'égalité. Encore une fois, vous allez comprendre que pourquoi on vous dit que l'homme blanc est le diable dont parle la Bible, diable qui veut dire celui qui vous déçoit, celui qui vous ment. Jusqu'à aujourd'hui, les Antillais n'ont jamais été égaux. Jusqu'à aujourd'hui, les Antillais, comme moi par exemple, qui est né en Martinique, même avec la citoyenneté française depuis l'abolition de l'esclavage, nous ne sommes toujours pas considérés comme des Français. Nous ne sommes même pas considérés comme des citoyens. Nous sommes à peine considérés comme des sous-citoyens. Donc, il n'y a jamais eu d'appel à l'égalité. C'est un mensonge. Vous comprenez? Ça sonne bien aux oreilles, mais c'est faux. En fait, ouais, allons prendre ce verset vite fait. Allons dans Proverbes, chapitre 55. On va aller au verset 21. Parce que, non pas Proverbes, excusez-moi, Psaume 55, verset 21. Parce que pour un esclave, quelqu'un qui est qui vit une vie infernale, vous comprenez, il n'y a pas de choix, à qui on ne donne pas le choix. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez. Tout va paraître beau à vos yeux, n'est-ce pas? Tout va paraître beau, tout va vous sembler bien, ça sonne beau, ça sonne bien aux oreilles, c'est doux comme du miel.
Mais sachez qu'il y a toujours une mauvaise intention derrière tout ça. Il y a toujours une arrière-pensée derrière tout ça. Vous comprenez? En Psaume chapitre 55, verset 21. Psaume chapitre 55, verset 21. Les paroles de sa bouche étaient plus douces que le beurre. Pourquoi? Parce que cet appel à l'égalité, oui, ça sonne bien. Mais ça, c'était juste après l'esclavage. Depuis 1878, 1912, 1913, Première Guerre mondiale. Aujourd'hui encore en 2024, vous n'êtes pas français. Que sur papier peut-être. Peut-être pour un recensement. La vérité est que vous n'êtes pas français. Dire que vous êtes français, ça sonne beau aux oreilles. Dire qu'il y a un appel à l'égalité, oui. Les paroles de sa bouche étaient plus douces que le beurre. Continuons à lire. Mais la guerre était dans son cœur. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'il n'en a rien à foutre de vous. Voilà la vérité. Ses paroles étaient plus douces que l'huile. Et pourtant, c'était des épées nues. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une épée nue? Une épée nue, c'est... comment ils appellent ça? C'est là que... Une épée nue, c'est une épée qui n'est pas... Comment ils appellent ça encore? Je vais vous dire ça tout de suite. Une épée qui est dégainée. Une épée qui n'est pas dans son fourreau. Voilà c'est quoi une épée nue. Donc une épée qui n'est pas dans son fourreau ou qui est dégainée, qu'est-ce qu'elle fait? La lame coupe. Puisque c'est quoi le fourreau? Le fourreau, c'est ce qui empêche la lame de vous couper. Vous comprenez? C'est ça la gaine. Donc, lorsque l'épée, c'est là que n'est pas rentrée dans son fourreau ou dans la gaine, eh bien, elle est là pour tuer. Elle est là pour vous faire du mal. Vous comprenez? Donc, encore une fois, il n'y a pas d'appel à l'égalité. C'est faux. C'est l'hypocrisie. Et pour vous encore de croire qu'il y a l'appel à l'égalité, eh bien, vous ne pouvez pas distinguer la réalité de ce qui est fantaisiste, que tout homme est égaux, alors que c'est faux. Nous ne sommes pas égaux. Nous n'avons jamais été. Comprenez? On va voir ça un peu plus tard. OK? Retournons dans l'article. L'abolition de l'esclavage en 1848 a doté tous les habitants de ces colonies du statut de citoyens, mais cette mesure fut loin d'être suivie d'une égalité sociale. Encore une fois, vous n'avez jamais été égaux, même en tant que citoyen. Jamais. Avec le retour de la République, troisième du nom, une demande d'assimilation se développe à plusieurs niveaux, juridiques, politiques et social. Et quel engagement plus noble et symbolique que celui de se préparer pour défendre la mère patrie. Ceux qui ne comprennent pas, ils parlent de la France. Voilà qui est votre mère patrie. Comprenez une chose. Encore une fois, en 2024, vous n'êtes pas des Français. En 2024, que les Antillais qui ont un passeport français, qui ont une carte d'identité française, ne sont pas des Français. Il n'y a jamais eu d'appel à l'égalité. Si aujourd'hui encore il y a un soi-disant appel à l'égalité mondiale, pourquoi alors est-ce que dans les Antilles, la vie coûte 5 à 6 fois plus cher qu'en métropole? Pourquoi? Pourquoi est-ce que la vie n'est pas aussi chère en métropole que dans les Antilles? Ou pourquoi est-ce que la vie dans les Antilles n'a pas le même prix que dans la vie en métropole? Pourquoi est-ce qu'ils ne baissent pas les prix pour égaliser les prix de la métropole? Nous sommes tous égaux, n'est-ce pas? La raison est pourquoi? Parce que notre oppresseur est le diable dont parle la Bible. Voilà pourquoi. Et que ses paroles sont plus douces que le beurre. Voilà pourquoi. Que tous vous sonnent beaux aux oreilles. Tout sonne bien à un esclave. Tout paraît bien pour n'importe quel esclave. Vous comprenez? Voilà quelle est la vérité. Donnez-moi juste un instant.
La vérité, c'est que toutes les paillettes ne sont pas de l'or. Voilà la vérité. Vous comprenez? Allons voir d'autres soldats qui ne commémorent pas le 11 novembre, qu'ils ont oublié. Les Caraïbes rendent hommage à leurs soldats oubliés de la Première Guerre mondiale. Pourquoi oublier? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient commémorer des nègres? Ils ne veulent pas commémorer des nègres. Vous comprenez? Ils ne veulent pas. Pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas commémorer des nègres? Qu'est-ce qui a de mal à ça? Surtout dans le temps. Donc, voilà ce qu'il y a de mal. Et on va voir ça pendant la classe. Ils n'ont jamais voulu commémorer des nègres qui tuent des blancs. Voilà était le problème. Pourquoi se rappeler? Voilà où était le problème. Déjà que c'est l'histoire d'Haïti de s'être libéré d'esclavage. Quand ils disent couper tête, brûler caisse, c'est de couper les têtes et brûler des maisons. Devinez quoi? À chaque année, ils se souviennent. Il n'y a personne qui ne peut nier ce qui est arrivé en Haïti. Donc, c'est déjà là, ça a une mauvaise connotation de se rappeler que des nègres ont tué des blancs. Imaginez, même si ces blancs-là étaient leurs ennemis en Première Guerre mondiale, jamais ils ne vont commémorer des nègres qui tuent des blancs. Jamais. Même pendant la Première Guerre mondiale, ça a toujours été un problème de vous donner une arme. Pourquoi? Vaut mieux même pas vous avoir sur le bataillon que de voir un nègre, ce qu'il voit comme un esclave, tuer un maître. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, comme l'article lit, que les soldats de la Première Guerre mondiale caribéens, les soldats caribéens de la Première Guerre mondiale sont oubliés. Demandez aux anciens combattants d'Antigua et Barbuda quelle a été la contribution de leur pays aux efforts de la Première Guerre mondiale et la réponse sera donnée avec beaucoup de fierté et une pointe de pique. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiers d'avoir contribué, ils sont fiers d'avoir aidé leur maître à gagner la guerre. Ils sont fiers d'avoir pu prouver leur valeur. Donc, ils n'ont jamais pu prouver leur valeur parce que, encore aujourd'hui, le peuple d'Antigua, le peuple de toutes les Antilles, est traité comme de la merde par les Blancs. Ce dimanche du souvenir à 11h, comme chaque année, ils se joindront à leurs homologues du monde entier et se rassembleront au cénotaphe du pays pour commémorer leurs héros tombés au combat, mais négligés. Parce que oui, dans certaines îles, vous allez vous commémorer entre vous. Parce que vous voulez toujours ce sens d'appartenance à la société. Vous voulez toujours ce sens d'appartenance que vous valez quelque chose. La vérité est que vous ne valez toujours rien. Où est la preuve que vous ne valez toujours rien? C'est simple. En 2024, encore, il faut vous dire que Black Lives Matter. Il faut vous dire que les vies noires sont importantes. C'est vrai, c'est un concept moral. Une vie est importante. Une vie a de la valeur. Voilà la preuve que votre vie ne vaut rien pour les autres nations et surtout pas pour les Blancs. Pourquoi? Parce que n'importe qui, toutes les nations comprennent qu'une vie a de la valeur. Pas besoin de leur rappeler que les vies palestiniennes ont de la valeur, que les vies israéliennes ont de la valeur, que les vies afghanes, que les vies ukrainiennes ont de la valeur, que les vies des Hutus et des Tutsis ont de la valeur. Vous comprenez? Mais votre vie n'a pas de valeur parce que vous devez rappeler à ces autres nations que votre vie vaut quelque chose. Vous devez les laisser savoir que votre vie est aussi importante que la leur. Et ils vont se tourner à vous dire que non, vous ne pouvez pas dire que votre vie est importante parce que toutes les vies sont importantes. Vous comprenez? Votre vie n'a pas d'importance pour les autres nations. La preuve, c'est qu'ils ne vous laissent même pas vous laisser dire que votre vie est importante sans effacer l'importance que ça a.
Juste de leur laisser savoir. Continuons à lire. Exactement un siècle après la fin de la Grande Guerre, les histoires des Européens qui se sont battus pour la liberté sont bien documentées. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours fiers de leur histoire. Ils sont fiers d'avoir conquéri les Amériques. Ils sont fiers d'avoir colonisé toute la terre entière. Donc, bien sûr que c'est bien documenté. On en sait beaucoup moins sur les 16 000 hommes et femmes des Caraïbes qui se sont enrôlés volontairement. Pourquoi? Pourquoi documenter que des nègres tuent des blancs? Pourquoi documenter ça? Surtout pendant une victoire. Ces hommes et femmes de couleur sans nom ont été effacés de l'histoire, explique Keith Eastman de l'Association des anciens combattants de cette nation insulaire jumelle. Nous n'avons pas de chiffres précis sur le nombre de personnes d'Antigua et Barbuda qui ont rejoint les efforts de la guerre, a-t-il déclaré à BBC. Vous allez comprendre que même le nombre de Français, comme on a lu l'article sur les Antillais de la nationalité, qui ont la nationalité française, le nombre de Français qui étaient répertoriés, beaucoup d'entre eux étaient Antillais, mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Et, tout comme nos frères d'Antigua, leur histoire a été effacée. Continuons à lire. Des bénévoles enthousiastes. Les Caraïbes étaient désireux de soutenir la mère patrie. Dans ce contexte, ça parlait de l'Angleterre. Comme ils le voyaient à l'époque, poursuit-il, mais la Grande-Bretagne, donc le Royaume-Uni, était réticente à laisser les soldats antillais combattre les Européens blancs à l'époque. Encore une fois, comprenez une chose. Pourquoi les Blancs étaient réticents par rapport, ou étaient réservés, si vous préférez, par rapport à vous laisser combattre des Blancs, même si ces Blancs-là sont ennemis, parce que jamais ils mettraient ça dans votre... Même mettre ça dans votre subconscient, que les Noirs ont le droit, les Noirs ont le devoir de tuer des Blancs. Jamais ils ne pourront vous laisser avoir ça. Même juste de le dire, c'est carrément un blasphème pour eux. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi ils ne voulaient pas, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, ils ne voulaient pas voir des nègres tuer des Blancs. Ils ne voulaient pas voir le peuple qu'ils avaient en esclavage tuer le peuple qui était de la même couleur que les maîtres. Tuer le peuple de la même famille des maîtres. Ils ne voulaient pas ça. Vous comprenez? Voilà où était le problème. C'est aussi simple que ça. OK? On va pas descendre un peu plus. Je vais partager l'écran. Les appels à l'aide de la région restèrent d'abord lettres mortes. Ce n'est que lorsque le besoin de main-d'œuvre devint si grand que le roi George lui-même fit appel aux colonies des Caraïbes pour les aider. En octobre 1915, le British West Indies Regiment est formé. Les 2/3 de ces hommes sont originaires de la Jamaïque et le reste des Bahamas et de la Guyane britannique. Bien qu'ils aient reçu un accueil de héros à leur arrivée en Angleterre, les soldats des Caraïbes n'ont pas été autorisés à se battre sur un pied d'égalité aux côtés de leurs homologues blancs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu se tuer les blancs. Continuons à lire. La plupart d'entre eux servaient dans le corps du travail pour un salaire inférieur, transportant des munitions, creusant des tranchées, construisant des routes et des lignes de chemin de fer. Ce travail éreintant était souvent effectué à portée de l'artillerie et des tireurs d'élite allemands, ce qui entraîna plusieurs décès. Donc, mieux vous voir mourir en creusant, mieux vous voir mourir, en transportant des munitions ou en creusant des tranchées, que de vous voir vous battre
à leur côté. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Encore une fois, si ce n'était pas de votre rôle pendant les guerres, jamais il n'y aurait eu de tranchées où ils auraient pu se réfugier des tirs des Allemands. Pourquoi? Parce que vous avez creusé ces tranchées-là. Vous, négro-latino amérindiens. Sans vous, vous n'auriez pas pu amener des munitions pour qu'ils puissent recharger leurs armes, pour qu'ils puissent fusiller les Allemands. Un travail périlleux. C'était également dangereux à d'autres égards. Une tâche courante consistait à éteindre les incendies dans les dépôts de munitions en feu, parfois déjà en train d'exploser. Croyez-le ou non, vous explosiez avec ces munitions. Mais c'était votre devoir de le faire. Pourquoi? Pour prouver votre valeur à votre oppresseur. Sachez une chose. L'opprimé n'a aucune valeur pour l'oppresseur. Jamais. En 2024, il faut encore qu'on vous le rappelle que vous n'avez aucune valeur aux yeux de votre oppresseur. Les soldats des Caraïbes furent plus tard félicités pour leur morale élevée et leur bonne humeur malgré un travail épuisant. Parmi les récits de leur puissance, on trouve le cas de 60 hommes ayant déplacé 375 tonnes de munitions en seulement 2 heures. Vous étiez applaudis pour avoir été un bon esclave. Vous étiez applaudi pour avoir porté du poids en tant que bon esclave. Parmi les premières victimes des Caraïbes à rentrer chez elles se trouvait celle qui se trouvait à bord du navire de transport du troupe SS Verdala, détourné par Halifax au Canada alors qu'il était en route vers l'Angleterre pour éviter les sous-marins allemands. Les conditions de froid et les uniformes inadéquats ont entraîné l'amputation de plus de 100 hommes souffrant de gelures aux doigts et aux membres. On va arrêter là. OK? Parce que, sachez une chose, voilà le problème. On va aller dans le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 17. Le problème est que il était si important pour vous d'être assimilé à la société de votre oppresseur que vous sacrifiez vos membres. Vous sacrifiez vos doigts, vos jambes, vos bras. Pourquoi? Parce qu'il était plus important pour vous d'intégrer la société de votre oppresseur, de faire connaître votre valeur, que de pouvoir sauter, jouer à la marelle, que de pouvoir tenir votre bien-aimé main dans la main. Vous comprenez? Que de pointer du doigt. Vous préféreriez joindre la société de votre oppresseur jusqu'à en risquer de vous faire couper les doigts. En Lamentation, chapitre 4, verset 17. Quant à nous, nos yeux se sont encore épuisés à cause de notre vain secours. Pourquoi est-ce que vos yeux sont épuisés à cause de votre vain secours? Parce que encore aujourd'hui, vous essayez toujours de vous assimiler à la société de votre oppresseur sans prendre en considération tout ce dont les générations précédentes ont souffert, perdu des doigts, perdu des membres, juste par le froid. On ne parle même pas de ceux qui sont morts en creusant des tranchées ou en portant les munitions. Non. Pourquoi vos yeux se sont épuisés? Parce que vous continuez, vous gardez vos yeux ouverts en espérant une chose, de se faire accepter par son oppresseur. C'est comme un mendiant. Vous voyez un mendiant? Lorsqu'il est en train de mendier avec ses mains devant lui, vous êtes comme un mendiant qui attend de la compassion de toutes les personnes qui passent devant lui. Jusqu'au moment où les bras commencent à se fatiguer, mais vous tenez toujours espoir que vous aurez la compassion de la personne qui fait en sorte que vous mendiez. Vous ne l'aurez jamais. C'est simple que ça. Continuons à lire. Pendant que nous veillons, nous avons guetté une nation qui n'a pas pu nous sauver. Encore aujourd'hui, vous n'êtes qu'un sale nègre.
pour cette nation que vous voulez qu'il vous sauve. Vous comprenez? Encore aujourd'hui, vous veillez, vous gardez vos yeux ouverts, sans les fermer, jour et nuit, juste pour voir le jour où vous serez finalement accepté par cette nation. Alors que vous ne le saurez jamais. Et voilà pourquoi vous veillez et vous guettez pour une nation qui ne pourra pas vous sauver. Cette nation que vous guettez pour vous sauver, pour vous faire accepter par cette nation, où vous voulez marcher main dans la main avec elle, c'est la nation qui fait en sorte que votre vie soit infernale. Vous comprenez ça? Pour que cette nation soit dans le paradis dans lequel elle est aujourd'hui, vous devez vivre en enfer. Votre enfer est leur paradis et votre paradis est leur enfer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien que vous pouvez faire par rapport à ça. Vous comprenez? Sachez une chose. Chaque nation, pourquoi ces soldats sont commémorés et pas vous? Parce que chaque nation aime son peuple et son peuple seulement. Vous comprenez? Allons vite fait dans Ecclésiastique, chapitre 13. Chapitre 13, oui, chapitre 13, verset 15. Vous allez comprendre pourquoi certains soldats sont commémorés, pourquoi d'autres ne le sont pas. Aussi simple que ça. Si vous compreniez que cette Bible est non seulement vos archives historiques, votre code moral, vous avez compris que vous ne pouvez pas faire confiance à votre oppresseur. Vous n'êtes pas supposé essayer de vous joindre à votre oppresseur. Vous ne pouvez pas essayer de les sauver. Le pire de tout ça, c'est que, comme la Bible dit, ok, vous veillez et guettez pour une nation qui ne peut pas vous sauver, mais en même temps, vous essayez de les sauver de leur mal. Vous voulez les sauver de leur vice. Vous ne pouvez pas les sauver de leur vice. Ils ont toujours été comme ça. Ils le seront toujours. Rien ne va changer. Peu importe si vous grandissez dans les quartiers avec des béquets, avec des blancs, avec toutes sortes de nations, ces nations-là, à la fin de la journée, toujours vous détesteront. En Ecclésiastique, chapitre 13, verset 15, « Tout animal aime son semblable et tout homme aime son prochain. » Voilà pourquoi certains soldats sont commémorés et d'autres ne le sont pas. Il ne veut pas commémorer ceux qui ne sont pas considérés comme leurs prochains. Non. Pourquoi le ferait-il? Alors que, encore une fois, tout animal aime son semblable et tout homme aime son prochain. Alors, verset 16. Toute chair, Ecclésiastique chapitre 13, verset 16. Toute chair se rassemble selon son espèce et l'homme s'attachera à son semblable. Voilà pourquoi vous n'êtes pas commémorés le 11 novembre. Voilà pourquoi ils ne se souviennent pas de vous le 11 novembre. Aussi simple que ça. Allons dans Ecclésiastique, allons chapitre 12, verset 10. Comprenez une chose, c'est là que Ecclésiastique chapitre 12, verset 10, ne fais jamais confiance à ton ennemi. Voilà ce que vous auriez dû comprendre. Que même s'ils vous promettent de vous intégrer à la société, même s'ils vous promettent du prestige et du pouvoir, ou juste de la reconnaissance, ne faites jamais confiance à votre ennemi. On l'a lu tout à l'heure. Ces mots sont plus doux que le beurre. Ces paroles sont plus douces que du beurre. Si on aurait compris que cette Bible, tout ce dont on a besoin dans la Bible, ce n'est pas un livre religieux. Ça nous explique comment fonctionner pendant la vie de tous les jours. On aurait compris qu'il n'aurait jamais que l'on n'aurait jamais dû faire confiance à notre ennemi. Jamais. C'est clairement stipulé. Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Car sa méchanceté est aussi rouillée que le fer.
tout comme le fer finit par rouiller à un moment donné, sa méchanceté pareillement va se montrer. Pareillement comme la rouille finit par apparaître sur le fer, pareillement sa méchanceté va apparaître sur lui, sur la personne. C'est inévitable. OK. En 2024 encore, il ne vous parle pas des soldats qu'il ne commémore pas. Il ne vous parle pas de tous les soldats qui sont morts en creusant des tranchées et en apportant des munitions aux Blancs. OK. Donnez-moi juste un instant. Allons maintenant dans l'autre article. Que pareillement, tout comme c'est arrivé aux Antillais, c'est arrivé aussi à nos frères, soi-disant afro-américains, les négros d'Amérique. Et même, le site du gouvernement va vous le dire. Mais ils ne vont toujours pas en parler ou ils ne vont pas tenir 1 minute ou 2 ou 30. Ils ne vont même pas tenir 15 secondes de silence pour eux. Pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats afro-américains de la Garde nationale du 15e régiment d'infanterie de New York arrivèrent en France en décembre 1917, ils s'attendaient à suivre un entraînement au combat et à entrer immédiatement dans les tranchées du front occidental pour combattre l'ennemi. Encore une fois, vous croyez vraiment que vous aviez une place au sein des troupes de votre oppresseur, alors que vous avez eu un réveil brutal. Ou, tout comme pendant l'esclavage, vous n'étiez qu'un nègre qui était bon à juste porter du poids lourd. Cependant, au début, les troupes afro-américaines reçurent l'ordre de décharger les navires de ravitaillement sur les quais pendant leurs premiers mois en France, rejoignant la masse des troupes de ravitaillement connues sous le nom de dockers, travaillant de longues heures dans le port de Saint-Nazaire. Selon les Archives nationales, plus de 380 000 Afro-Américains ont servi dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Environ 200 000 d'entre eux ont été envoyés en Europe, mais plus de la moitié de ceux qui ont été déployés ont été affectés à des bataillons de travailleurs et de dockers. Ces troupes ont accompli des tâches essentielles pour la force expéditionnaire américaine, construisant des routes, des ponts et des tranchées pour soutenir les batailles de première ligne. Vous avez fait exactement la même chose que les Antillais ont fait. Vous avez fait exactement la même chose que les Amérindiens ont fait et la même chose que les Latinos ont fait. Vous avez servi votre oppresseur. Pourquoi? Pour continuer à vous faire lyncher aujourd'hui. Pour continuer à vous faire pendre par des arbres dans le sud des États-Unis. Voilà à quoi ça a mené. Ça n'a mené à rien. Vous n'avez rien accompli, sauf le fait de toujours se battre pour vouloir se faire lyncher par votre oppresseur. Rien de plus. Continuons à lire un peu plus. Salakia, descendons un peu plus. Donc, allons ici. Tout d'abord, le général John J. Pershing aurait une source de main-d'œuvre bon marché, écrit Harris. Harris était un soldat noir. OK? Le général aurait une source de main-d'œuvre bon marché, qui veut dire que, encore une fois, les esclaves ne vous coûtent pas cher. Pas besoin de vraiment nécessairement les rémunérer. Vous pouvez. Il y en a qui, s'ils étaient mal rémunérés, il y en a qui n'étaient juste pas rémunérés. Ensuite, il n'aurait pas à se soucier de ce qu'ils feraient les soldats noirs, en particulier s'ils devaient les mélanger aux troupes blanches. Mais les soldats du 15e régiment ne s'étaient pas engagés pour travailler, ils étaient déterminés à combattre les Allemands et à gagner la guerre. Voilà le problème. Le problème est que vous pensez encore que vous pouvez partager la même place, vous pouvez être au même étage que votre oppresseur. On n'a jamais été au même étage. Nous n'avons jamais été au même niveau. Même pendant la traversée, on n'était pas au même étage non plus. On était peut-être sur le même bateau, mais on n'était pas au même étage. Encore aujourd'hui, oui, on peut vivre dans la même ville, on peut vivre dans le même bâtiment,
on ne sera pas au même étage, on ne sera pas au même niveau. Nous ne serons jamais égaux. Négro-latino-amérindien, même la Bible qui vous dit que vous n'êtes pas supposés être égaux. Allons dans Deutéronome chapitre 7. C'est là que Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Encore une fois, le mot saint vient du mot hébreu kodash, qui veut dire être un peuple mis à part. Si nous sommes égaux, pourquoi est-ce que la nation d'Israël est mise à part? Pourquoi est-ce qu'elle est séparée? Pourquoi on n'est pas mélangé à tout le monde? Parce que nous sommes un peuple saint, nous sommes spéciaux. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois son peuple particulier. Nous sommes le peuple spécial du Seigneur. Nous ne sommes pas supposés être égaux à toutes les nations. Entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et qu'est-ce que vous avez essayé de faire pendant la Première Guerre mondiale? C'est de vous croire au même niveau que vos oppresseurs. Au même niveau. Alors que vous ne le serez jamais. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas au même niveau et ne vous le serez pas non plus. Peu importe à quel point vous essayez de prouver votre valeur, vous n'avez aucune valeur à ses yeux. Vous n'êtes qu'un bon esclave. Rien de plus, rien de moins. Vous comprenez? Allons dans l'article. C'est là que on va être dans le prochain article. OK? On va montrer que pareillement, nos frères amérindiens et latinos ont subi le même sort. Qu'ils essaient de prouver leur valeur, OK, aux yeux de leurs oppresseurs. C'est pareil eux-mêmes. Nous sommes le même peuple. Nous subissons le même traitement. OK? C'est là, regardez-moi un instant. OK, voilà. Donc, les Latinos, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site qui est encyclopédie.com, encyclopedia.com, qui va vous donner. C'est pas juste des articles qu'on prend sur Wikipédia. Les Latinos, dès la Révolution, les Latinos des États-Unis ont apporté une contribution importante à l'armée américaine et aux efforts de guerre. Cependant, ce n'est qu'au 20e siècle que la communauté latino a joué un rôle important dans l'armée. Donc, vous avez toujours eu un rôle important. Voilà le point. La Première Guerre mondiale a marqué le début de l'assimilation pour de nombreux latinos. Et la Seconde Guerre mondiale a vu un nombre croissant de latinos dans l'armée. Les deux guerres mondiales ont également influencé le front intérieur latino car les latinos se sont lancés dans de nouveaux métiers et ont dû faire face à la discrimination en temps de guerre. Et vous allez voir que beaucoup d'informations, ce n'est pas nécessairement effacé, c'est juste que beaucoup de Latinos, sur le recensement, s'identifient en tant que des Blancs. OK. Voilà était où le problème. Voilà pourquoi vous n'aurez pas beaucoup de documentation par rapport aux Latinos qui étaient dans l'armée auparavant. Donc, les Latinos pendant la Première Guerre mondiale. Bien que le manque de documents rende difficile de mesurer avec précision le rôle des Latinos dans l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale, les documents démontrent leur contribution importante, bien que largement méconnue, à l'effort de guerre. De nombreux Latinos originaires d'États tels que le Texas et le Nouveau-Mexique ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Les États-Unis n'étant pas préparés à la guerre, l'armée a dû recruter et former rapidement ses soldats. La plupart des nouvelles recrues parlaient peu ou pas anglais, y compris certains latino-américains. Quand ils disent latino-américains, ils veulent dire ceux qui sont nés aux États-Unis. Au début, ces hommes étaient envoyés dans des bataillons de développement dans des camps d'entraînement militaires où ils ne recevaient que peu d'attention. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils n'allaient pas entraîner ceux qu'ils avaient en esclavage
pour tuer ceux qui sont comme des maîtres. Pourquoi entraîner l'esclave à tuer son maître? Voilà pourquoi vous portez peu d'attention et voilà pourquoi il ne vous voulez pas sur le front du bataillon. Parfois ridiculisés par les soldats anglophones, de nombreux latinos et d'autres minorités ethniques voulaient quitter l'armée. Ce que vous auriez dû faire, quitter l'armée ou juste ne jamais rentrer dedans. Mais vu que vous y êtes, vous n'êtes pas assez accepté, quittez ça. En réponse, l'armée a élaboré le plan Camp Gordon, dans lequel les soldats étaient séparés en groupes linguistiques, avec des officiers qui parlaient la langue des soldats. Une fois ce fossé de communication comblé, leur formation militaire se poursuivait dans leur langue maternelle. La plupart des Latino-Américains qui ont reçu cette formation se trouvaient dans le camp d'entraînement de Camp Cody au Nouveau-Mexique. Certains Latinos ont participé au combat et quelques-uns ont reçu des honneurs. Nicolas Lucero, un soldat de 19 ans originaire d'Albuquerque, a reçu la Croix de guerre française. Marcelino Serna, un soldat de l'armée, a combattu sur les tranchées de première ligne en France, où il a remporté de nombreuses médailles. Cependant, malgré la capture de 24 soldats allemands, donc lui-même a capturé 24 soldats allemands pendant une guerre. Continuons à lire. Malgré la capture de 24 soldats allemands, il n'a jamais reçu la médaille d'honneur. Un officier a dit à Serna qu'il ne recevrait pas une telle récompense car il n'était qu'un simple soldat et qu'il ne pourrait jamais progresser à un niveau supérieur en raison de ses compétences limitées en anglais. Donc, tout ce qu'il a dit, en d'autres termes, en d'autres mots, tout ce qu'il disait à Serna, c'est qu'il ne sera jamais égal à un blanc, qu'il ne sera jamais traité comme un blanc. Et il ne demeurera dans sa classe. Il ne pourra jamais monter des rangs. Voilà ce qu'il a dit. Il lui a dit qu'il n'était qu'un nègre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est tout ce que vous êtes. Vous n'avez aucune valeur, même si, peu importe à quel point vous assistez votre oppresseur à construire son empire, garder son bateau à flot, vous ne valez rien aux yeux de vos oppresseurs. Rien du tout. Vous n'êtes qu'un esclave. C'est tout ce que vous êtes. OK? Allons voir pour nos frères amérindiens. Allons voir leur rôle dans la guerre. Et rien ne va changer. C'est comme si vous êtes comme une proie. OK? Qu'est-ce qu'une proie aux yeux de son prédateur? Une proie. La proie ne sera jamais au même niveau que son prédateur. Imaginez le gnou, la gazelle ou le zèbre essayer d'être au même niveau que le lion, que le léopard, que le guépard. Ça n'arrivera jamais. Mais vous êtes comme une proie qui essaie de se faire accepter par son prédateur. Vous êtes une proie qui essaie d'être au même niveau que son prédateur. Alors ça même, c'est ce qu'on appelle la folie ou la démence. Et vite fait, on va voir c'est quoi le concept de la folie ou de la démence. OK? Laissez-moi zoomer un peu pour vous. OK. Donc, qu'est-ce que la démence? La démence, justement, OK? C'est là. Donc, qu'est-ce que la démence? La démence est une maladie mentale d'une gravité telle qu'une personne ne peut distinguer la fantaisie de la réalité. Vous comprenez? Encore, on va le relire. La démence est une maladie mentale d'une gravité telle qu'une personne ne peut distinguer la fantaisie de la réalité. Ce qui veut dire quoi? Vous ne pouvez pas voir
pouvez pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. La réalité est que vous n'êtes qu'un nègre. La fantaisie, ce qui n'est pas réel, est que vous êtes égaux à votre oppresseur. C'est aussi simple que ça. Vous souffrez de démence. OK? Vous souffrez de démence. Vous souffrez du syndrome de Stockholm et de la démence. Vous, négro-latino-amérindiens, quand vous dites que vous êtes malade, littéralement, c'est une maladie mentale. Vous êtes des malades mentaux à croire que vous, un jour, vous réussirez à marcher main dans la main, comme Martin Luther King l'a dit, avec votre oppresseur. Imaginez qu'un jour, un zèbre se dit qu'il réussira à joindre les lions. Un jour, le cerf pourra être égal et marcher sabot dans la patte avec une meute de loups. C'est une maladie mentale dont vous souffrez. OK? Allons au prochain article. En fait, avant d'aller dans le prochain article, allons vite fait dans Ésaïe. OK? Allons vous montrer la maladie mentale dont vous souffrez. Allons d'abord dans Deutéronome, chapitre 28, verset 28, pour que vous compreniez que c'est une des malédictions qui vous est tombée dessus pour avoir désobéi le Seigneur. Voilà pourquoi encore vous pensez que vous réussirez un jour à joindre la société de votre oppresseur et d'être au même niveau que tout le monde alors que ça n'arrivera jamais. Deutéronome chapitre 28, verset 15, question de contexte. Mais il arrivera que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, donc si tu désobéis le Seigneur, si tu n'observes pas et ne pratiques pas tous ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Voici ce qui va vous arriver. On va lire l'une de ces malédictions qui va vous atteindre pour avoir désobéi le Seigneur. Alors, en Deutéronome, chapitre 28, verset 28. Et ça, c'est la démence dont vous souffrez aujourd'hui. L'Éternel te frappera de folie. C'est quoi la démence? Démence, c'est la folie. Deutéronome 28 et 28 vous explique pourquoi aujourd'hui vous essayez encore de vous intégrer à votre oppresseur. Parce que l'Éternel vous a frappé d'une folie. L'Éternel vous a frappé avec la démence de croire que oui, un jour vous serez égaux à vos ennemis. Oui, un jour vous serez au même niveau que vos ennemis. Alors que ça n'arrivera jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale? Vous sacrifiez vos vies. Vous perdiez vos jambes, vos bras, vos doigts, juste même à cause du froid, même pas à cause de la guerre, à cause du froid. Pourquoi? Au nom de se battre pour la mère patrie. Au nom de se battre et de prouver votre valeur aux yeux de votre oppresseur, aux yeux de votre prédateur. Voilà ce que vous faisiez. OK. Allons dans le prochain article. Les marins amérindiens pendant la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école? Qu'il y avait des négros, des amérindiens et des latinos pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes le peuple, la nation non désirée et les soldats dont ils ne se rappelleront jamais. Et vous n'aurez jamais ces connaissances-là hors du ISPK. Seul dans le ISPK, vous pouvez voir que nous nous rappelons de ces soldats qui sont morts, qui sont tombés. Nous savons que nous avons participé à toutes les guerres de nos oppresseurs. Vous comprenez? Descendons un peu. Donc, les Amérindiens servent dans la marine depuis la Révolution américaine. Au sein de la marine continentale, ils servent comme pilotes fluviaux et comme éclaireurs. Pendant la guerre de sécession, certains s'enrôlent dans les rangs de la marine de l'Union. Ce qui définit leur participation à la Première Guerre mondiale est leur taux d'enrôlement élevé par rapport à la taille de leur population. Et ces recrues sont les enfants de l'ère de l'assimilation. Pourquoi c'est important? Vous allez comprendre que vous pouvez voir les classes précédentes qu'on en a faites sur les écoles d'assimilation.
OK? Le traitement était si mauvais, vous allez comprendre que le traitement était si mauvais, et on va le lire, que la plupart des recrues dans la guerre s'enrôlaient dans l'armée pour fuir les pensionnats. L'un des pensionnats qui était en Ontario avait une chaise électrique où les jeunes enfants amérindiens se faisaient électrocuter juste pour l'amusement des sœurs, pour l'amusement de l'Église catholique romaine. Avec toutes sortes d'abus physiques, sexuels et mentaux qui arrivaient là-bas, leur seule façon de faire, c'était de s'enrôler dans l'armée pour pouvoir fuir. Parce que lorsqu'ils ne faisaient que fuir, okay, par exemple au Canada, le gouvernement canadien a mis en place une loi pour donner à la garde royale canadienne de kidnapper les enfants, de les ramener dans les écoles. Et vous ne pouvez pas ne pas aller à l'école dans ce temps-là. À partir de la fin du 19e siècle, les agents du Bureau des affaires indiennes retirèrent de nombreux des enfants amérindiens de leur famille et les envoyèrent dans les internats publics pour y suivre leur scolarité obligatoire. Donc, ils en ont fait aussi que c'était, encore une fois, vous étiez obligé d'aller dans une école, dans des internats ou dans des pensionnats auparavant. L'école industrielle indienne de Carlisle était un exemple de ces internats publics. L'école ouvrit en 1879 en Pennsylvanie sous la direction de Richard Henry Pratt, un vétéran de l'armée. Pratt croyait fermement que pour civiliser l'Indien, il faut l'introduire dans la civilisation. Pour le garder civilisé, il faut le laisser rester. Ça, c'est pas une question de civiliser l'Indien, c'était une question de vous assimiler en vous faisant oublier votre culture et en adoptant la leur. Et voilà ce qui est arrivé lorsque vous civilisez un Indien. Qui ne sont pas les Indiens, mais voilà comment ils vous appellent. Voilà ce qui arrivait. Vous ne mettiez plus votre S, vous comprenez? Voilà quel est l'attirail que vous portiez sur vous. OK? L'objectif de cette école et d'autres écoles inspirées était l'assimilation complète des étudiants en tant que citoyens indépendants des États-Unis. Entre 1879 et sa fermeture en 1918, plus de 10 000 enfants ont fréquenté cette école. L'héritage des internats publics est triste et sombre. Les photos des enfants entrant dans ces écoles en tenue tribale et avec de longues tresses contrastent fortement avec celles d'eux en uniforme scolaire ou de style militaire. Et voilà le contraste. Vous comprenez? Descendons un peu plus. Les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale le 6 avril 1917. Tous les hommes amérindiens de 21 à 30 ans étaient considérés comme éligibles à la conscription en vertu du Selective Service Act, quel que soit leur statut de citoyenneté. L'armée a pris en charge la majorité de ceux qui ont été enrôlés. Selon le Bureau des affaires indiennes, plus de 2000 Amérindiens se sont enrôlés dans la marine sur les 10 000 environ qui servent dans les forces armées. Parmi ceux qui s'enrôlèrent dans la marine, à partir des pensionnats se trouvaient des élèves de l'école indienne de Carlisle. Plus de 60 élèves de Carlisle rejoignirent les forces de l'armée entre 1917 et 1918 et au moins 14 d'entre eux rejoignirent la marine. Certains abandonnèrent leurs études avant d'obtenir leur diplôme pour rejoindre l'armée avec la permission du surintendant John Francis Jr. La permission du surintendant, c'est laquelle? John Francis Jr. fut surnommé surintendant de Carlisle le 1er avril 1917, quelques jours seulement avant que la déclaration de guerre des États-Unis ne soit officialisée. Il apporta son soutien aux étudiants, actuels et anciens, et servit à l'école jusqu'à sa fermeture en 1918. Ceux qui lui écrivirent à l'école virent leurs lettres classées dans leurs dossiers d'étudiants comme preuve de leur lien durable avec l'école et de leur service à leur pays. Beaucoup d'entre eux voulaient juste servir pour leur pays, comme ceux qui voulaient servir pour leur mère patrie. Vous allez comprendre que beaucoup d'entre eux n'étaient pas fiers de servir pour les États-Unis. Non. Ils voulaient juste fuir les pensionnats. Vous comprenez? Et ceux qui, soi-disant, montraient un lien attaché à leur pensionnat, il y en a beaucoup qui ont été finalement assimilés malheureusement
à cause des atrocités qui leur arrivèrent dans ces pensionnats. Pour certains des étudiants qui s'engagèrent en 1917, ce fut une occasion d'échapper au pensionnat. Exactement ce qu'on venait de dire. Pourquoi? À cause de tout ce qui arrivait dans ces pensionnats. Pour d'autres, leur décision fut le résultat naturel du patriotisme forgé en classe et du désir de prouver leur valeur au gouvernement américain. Encore une fois, prouver sa valeur à son oppresseur, une proie qui veut juste démontrer à son prédateur qu'elle vaut quelque chose, ne va que continuer à se faire dévorer en vain. Vous cherchez à montrer à votre oppresseur que vous valez quelque chose, mais votre oppresseur n'en a rien à faire. Pour lui, vous n'êtes qu'un esclave. OK? Allons dans celle-là qui est. Allons dans Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51, allons au verset 8. OK? Jérémie chapitre 51, verset 8. Babylone est tombée subitement et détruite. Hurlez pour elle. Prenez du baume pour sa douleur, peut-être guérira-t-elle. Voilà ce que vous faites en essayant de vous prouver à votre oppresseur que vous valez quelque chose, que vous êtes, qu'ils ont besoin de vous dans la société, que sans vous, ils ne peuvent rien faire. Vous essayez de démontrer à votre oppresseur qu'ils ont besoin de vous. Vous essayez de guérir Babylone parce qu'elle est heurtée. Elle va en guerre, donc vous voulez montrer que vous pouvez vous battre pour elle. Vous voulez la soigner. Vous voulez l'empêcher de mourir. Allons au verset 9. Jérémie chapitre 51, verset 9. Nous aurions voulu guérir Babylone, mais elle n'est pas guérie. Écoutez, il faut faire ce que nos frères latino ont tenté de faire, qui est quoi? Abandonnez-la et allons chacun dans son pays. Voilà ce qu'il fallait faire. Car son jugement atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. Voilà ce qu'il fallait faire, c'était aussi simple. Vous allez essayer de sauver Babylone, vous allez essayer de continuer à essayer de réparer les erreurs de vos oppresseurs. Alors que c'est eux qui ont commis une erreur. C'est eux qui vous traitent mal. Vous essayez de sauver leurs âmes en vain parce que vous ne pourrez jamais les guérir de cette haine naturelle dont ils souffrent. Vous comprenez? Continuons à lire, on va terminer la classe. William Leon Wolfe était étudiant à Carlisle, fut parmi ceux qui rejoignirent la marine en 1917. Il écrivit plus tard, « L'Indien n'est pas un fainéant et je n'avais pas l'intention de l'être. » Selon un journaliste, la plupart des pensionnats ont été presque vidés par les enrôlements lorsque la guerre a été déclarée. Pourquoi? Parce que personne ne voulait continuer à se faire abuser quotidiennement. Et imaginez ceux qui étaient dans le pensionnat en Ontario où ils se faisaient électrocuter. Le commissaire des affaires indiennes, Cato Sells, était enthousiasmé par l'augmentation du taux d'enrôlement parmi les étudiants des pensionnats au début de cette guerre. Ce nombre d'élèves, d'étudiants de moins de 21 ans qui se sont enrôlés volontairement semble être une victoire de l'assimilation forcée. Vous comprenez? Donc, pour le maître, mission accomplie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont finalement débarrassés de l'Indien et l'Indien est devenu Canadien. L'Indien est devenu Américain. Ils sont finalement débarrassés de tout reste de votre culture à laquelle vous vous accrochiez. Et maintenant, vous vous battez pour votre pays. Vous vous battez pour les États-Unis. Vous vous battez pour le Canada. Vous vous battez pour la France. Donc voilà pour eux, mission accomplie. Ils se sont finalement débarrassés de votre culture et vous ont fait adopter la leur. Alors rappelons-nous d'une chose, que peu importe à quel point on veut se joindre à notre oppresseur, jamais ce qu'ils nous ont fait va demeurer impayé. Vous comprenez? Allons vite fait dans Proverbes, chapitre 11, verset 21. OK? Si moi, je partager l'écran, on va terminer la classe. Proverbes, chapitre 11, verset 21. Si les méchants se donnent la main, ils ne resteront pas impunis.
mais la descendance des justes sera délivrée. Peu importe à quel point vous essayez de vous joindre à votre oppresseur, ils ne demeureront pas impunis. Leur jour arrive. Vous comprenez? Leur jour arrive et peu importe. Arrêtez d'essayer de réparer. Arrêtez de penser les plaies. Voilà. Arrêtez d'essayer de penser les plaies de votre oppresseur. Parce que pour lui, lorsque vous essayez de penser ces plaies-là, ok, mission accomplie. Mission accomplie. Vous êtes un bon esclave. Vous vous battez pour votre maître. Mais Dieu a dit que les maîtres ne seront, mais ces maîtres-là qui vous ont réduit en esclavage et qui vous ont abusé quotidiennement dans les pensionnats, dans les Antilles, dans les Amériques, ne demeureront pas impunis. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 12. Malheur. Qu'est-ce que le malheur dans la Bible? Malheur est mort et destruction. Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang. L'empire de notre oppresseur a été bâti avec nos larmes, nos gouttes de sueur et notre sang qui a coulé à flot. Et qui fonde une cité sur l'iniquité. Notre oppresseur, tout son empire a été fondé sur l'iniquité, sur notre douleur, notre sueur, nos larmes et notre sang qui a coulé à flot. Vous comprenez? Et avec ça, on va terminer la classe. Demain, on aura la classe de fraternité enseignée par moi-même. OK? On va la faire. Demain, nous pourrons la faire à 5h30. Vous comprenez? Mercredi, la classe de loi avec officier Adaya. Jeudi, la classe de fraternité en anglais, encore enseignée par moi-même. Vous comprenez? Sous peu, on va reprendre nos classes de l'Ashwan Kodash d'hébreu le vendredi. OK? Soyez patients. Et voilà pourquoi il est important d'assister à ces classes-là, pour que vous compreniez que, premièrement, l'histoire qui ne vous enseigne pas dans ces institutions scolaires, ainsi de comment savoir vous comporter, ainsi que de comprendre que si vous êtes hors du ISPK et que vous n'avez pas cette connaissance, vous n'êtes qu'une proie qui essaie de s'assimiler à son prédateur. Et vous souffrez non seulement du syndrome de Stockholm, mais aussi, selon la définition de ce qu'est la démence, vous souffrez de folie et de démence. Et dans ces classes-là, on vous donne la solution. On vous donne le médicament que vous avez besoin. OK? Sous la gouvernance du commandant général Yana. Donc, ça va terminer la classe, on va les annonces de sécurité et on se verra demain. On clap it up. Les annonces de sécurité. Nous sommes le ISPK, commencé à 1 Ouest, 125e rue, Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yana. Règle pour nouveaux frères ou nouvelles sœurs. Si un frère ou une sœur vient dans l'école, ils sont hors limite pendant 6 mois. Ils sont salués seulement. Ils sont là pour se débarrasser du monde. S'ils ont besoin de transport, l'enseignant les arrangera. Après 6 mois, si un frère ou une sœur a un intérêt envers une personne en particulier, il ou elle doit avoir la permission du chef pour parler à ce frère ou cette sœur. Il y a un autre 6 mois où ce frère et cette sœur se courtiseront. Après cette période de 6 mois, le frère et la sœur auront la permission de se marier. La dîme qui est un commandement. Nombre chapitre 18, verset 21 et Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, qui veut dire 1/10 en hébreu. Ma'aishara, 10% de tout gain que le Seigneur vous donne. Donnez à la trésorerie ou à l'enseignant. Fonds des prêtres qui n'est pas mandatoire. Peu importe ce que vous pouvez donner. Prochaine convocation sainte. Nous avons le festin des dédicaces ou Hakanaka, qui est le 25e jour du 9e mois, pendant 8 jours. Cette année, ça tombe le 25 décembre 2024. Vous pouvez en lire plus dans le livre de 1er Maccabée, chapitre 4, versets 52 à 61. Un rappel pour tous frères et toutes sœurs de checker le bulletin de bord dans le couloir de leur école, dans un emplacement physique. Et si un frère va devenir student dans l'école, qui commence à s'habiller tout en noir, bottes, pantalons, t-shirts et bandeaux. Avec ça, on va donner un salut de courtoisie à nos frères, un salut de courtoisie à nos sœurs, homme d'Israël, Aïmadjam, qui veut dire levez-vous. On va donner un salut de courtoisie à nos frères, homme d'Israël, Aïmadjam Shabbat, Aïmadjam, Barak, Yahweh Ba Hashem Yahushai Barakatam, qui veut dire Yahweh, au nom de Yahushai, soyez bénis. Yajamata, qui veut dire baissez vos mains. Sar, qui veut dire tournez-vous.
Donc, tournez-vous vers les sœurs qui en ont votre présence. On va leur donner un salut de courtoisie aussi. D'Israël, Aimajim Shabbat, Aimajim, Barak, Yahweh Shemar, Alatan Baal Shem Yahushai. Que dire Yahweh, veillez sur vous au nom de Yahushai. Yajamatha, class dismissed. Encore une fois, on se reverra demain pour la classe de fraternité. Shalom Israël. Hey, listen, brothers and sisters, man. If you like what you hear, hit the subscribe button, man. Subscribe to this channel. And also, please, go to isubk.com and pay your tithe. Drop me some cash so we can move around this planet like we need to, man, and do the